Eh bien, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Casting Podcast, le podcast du cinéma. Et aujourd'hui, pour ce 6e épisode, un épisode un peu spécial parce que je reçois Audrey Sourdive et Anne-Sophie Naino. Bonjour. Bonjour. On va pouvoir parler du film Mario et du film Mario Galaxy sorti récemment. Donc, Anne-Sophie, tu as vu le film. Audrey, tu me disais que tu ne l'as pas encore vu. J'ai vu le premier, j'ai pas vu le deuxième, j'avoue. J'ai Bon. honte. Bon, on aura le tournage, on n'aura pas le Exactement. final. Exactement. Voilà. Donc, est-ce que je peux vous laisser vous présenter? Je t'en prie. Ah, vas-y. vraiment, Allez, merci. lance-toi. Donc Anne-Sophie, donc je suis comédienne et je fais beaucoup de choses dans cette grande possibilité qu'est notre métier. Beaucoup de théâtre. Là, je viens de finir une série. Je viens de finir Le Menteur de Corneille que j'ai beaucoup joué. 300 représentations sur 3 ans, quand donc même. c'était une belle aventure. À côté de ça, je fais beaucoup de choses dans le domaine de la voix, donc du doublage, oui, voice-over, narration, des livres audio, des bandes annonces pour les chaînes. Donc voilà, beaucoup de choses et très heureuse de pouvoir faire du doublage et jouer au théâtre. Ok. Eh ben, moi donc, je m'appelle Audrey Sourdive et j'ai commencé à faire beaucoup de théâtre. Moi, j'ai commencé vraiment là-dedans quand j'étais toute petite, j'avais 4-5 ans. Je jouais en tournée dans des petites compagnies, pas connues du tout, mais j'avais la chance de faire ça en Grèce, en France. Enfin, on tournait dans plein d'endroits. Et j'ai commencé vraiment toute ma vie de comédienne sur les planches. J'ai quasiment jamais tourné. Ok. Et il y a un peu plus de 10 ans maintenant, j'ai fait un stage de doublage qui a été une révélation. Et je me suis rendu compte que c'était un truc de dingue et que je Mais en fait, pouvais... c'est ça, t'as raison. Moi aussi, j'avais fait ça, j'avais trouvé ça génial. Mais c'était dingue, Ouais. parce que tout d'un coup, tu te rends compte que tu n'es plus dépendante de ton Exactement. physique. Et puis, moi, j'avais eu plein de remarques sur mon physique. Au t'amuses début, on me peut-être faisait plus faire sur, beaucoup de... Tu t'amuses aussi différemment derrière le micro que sur scène, j'imagine. Oui, puis en plus, en tant que femme et en tant que comédienne, on attend certains standards. Par exemple, on m'avait dit que j'étais pas assez jolie pour faire de la télé, que j'avais pas un assez beau sourire, ce genre de choses. Voilà, en fonction de ce que tu dégages aussi, tu vas avoir des rôles qui vont être plus ou moins accessibles. Et au début, j'ai fait beaucoup de jeunes premières, notamment dans les théâtres classiques. J'adorais ça. Mais j'en ai fait beaucoup des jeunes premières. Et c'est que sur la deuxième partie de ma vie qu'on a commencé à me proposer des rôles un peu plus intenses. Et quand je suis arrivée en doublage, très vite, on s'est rendu compte qu'au micro, j'avais une voix qui pouvait être très grave, même plus grave que dans la vie. Le micro peut amplifier certaines choses. Et là, on s'est mis à me proposer des rôles de jeune idiote complètement décérébrée, comme des rôles de malfaisante, extrêmement sexy, des bombasses, des méchantes, des tarées. Il y a Il y a un éventail de possibilités avec le doublage. Un éventail de rôles et de possibilités qui était merveilleux. Et donc, en fait, tu dépendais de ton énergie. Et C'est vrai qu'en plus, on peut faire des trucs qu'on ne nous proposerait pas Exactement. au théâtre ou en télé ou en tournage, en image. Voilà. Quoi. On Tu peut peux incarner faire des personnages. toutes les orientations sexuelles, tu peux faire même toutes les origines ethniques, en fonction de la couleur de ta voix, de la chaleur de ta voix. Et ça a été une découverte tellement ludique que j'ai continué le théâtre à côté. J'en ai fait beaucoup moins qu'avant. Mais je continue. Moi, je fais le dindon en tournée depuis... Trop bien. Je m'éclate. Et puis, je fais beaucoup de voix depuis, parce que c'est devenu une vraie passion, quoi. Du coup, le doublage, ça ouvre peut-être plus de portes, plus de rôles que le monde En tant que comédienne de doublage, ça peut ouvrir plus de portes que le comédien, on va dire, en type de panel de personnages. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu es moins dépendant de ton physique. Ok. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on me donnerait un type de rôle particulier. Quand tu es une nana, que tu commences à approcher ou être à la quarantaine, tu n'as pas le même type de rôle que quand tu dépends uniquement de ta voix et que ta voix peut être très jeune. Par exemple, on le voit, il y a des comédiennes de doublage qui font des enfants et qui sont excellentes pour faire des enfants. Mais elles n'ont pas 18 ans ni 16 ans. Elles ont 30, 40 ans. Et voilà. Et ça, c'est la richesse du doublage pour ça aussi. C'est qu'à un moment donné, on a un emploi plus large finalement en doublage. Qui laisse plus de place à l'imagination et à l'imagination des clients ou des directeurs artistiques qui vont plus te voir sur tel ou tel type de rôle. Donc, pour vos rôles un petit peu marquants, on va dire, toi, Anne-Sophie, on t'a entendu donc sur le film Mario Galaxy sur le rôle d'Harmony. On a pu t'entendre sur The Walking Dead dans le personnage d'Arat, Elora dans Arcane et Kerry dans Succession. Et toi, Audrey, on a pu t'entendre dans beaucoup de rôles, mais notamment dernièrement Abby dans The Last of Us 2 en jeu vidéo, la Reine des Junkers dans Overwatch, la Femme Invisible dans Les 4 Fantastiques, l'Armurière dans la série Mandalorian et Princess Peach dans les 2 films Mario. Tout à fait.
Pas mal. Est-ce que j'ai oublié peut-être des personnages un peu marquants? Mais ça dépend de chacun. Non, enfin, non. J'adore les jeux vidéo, donc il y a plein de personnages dans les jeux vidéo que j'ai pu faire qui me plaisent. Mais t'inquiète pas, c'était très bien. Okay. C'est un très bon résumé. Est-ce que vous avez eu un personnage préféré que vous avez doublé, un personnage qui vous a le plus marqué, un doublage qui vous a le plus plu? Moi, je dirais Kerry dans Succession, pour l'anecdote que je t'ai racontée tout à l'heure, dehors. C'est Ben Dupac qui dirigeait cette série. Et en fait, il m'avait convoqué à une demi-journée d'ambiance, petit rôle. Et ok, super. Et il me dit, bah tiens, prends elle, c'est une assistante. Et donc, elle s'appelait assistante. Et donc, là, je la fais. Et puis, en fait, je reviens. Puis un jour, elle s'appelle Kerry. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont développé son rôle. C'est-à-dire que même elle, je pense que dans la série, elle a démarré en silhouette, en figurante. Je ne sais pas si elle savait que ça allait évoluer comme ça. Mais en tout cas, moi, en doublage, je suis passée de assistante quelquefois à Kerry. Et j'avais trouvé ça assez sympa. Parce que du coup, elle devenait en plus la maîtresse de Logan Roy, donc le patriarche, tout ça. Voilà, qui est un rôle assez central, évidemment, Logan. Donc tout à coup, elle avait pris de l'ampleur et j'avais trouvé ça... de l'intrigue. Oui. Et c'était une bonne surprise. Trop bien. Carrément. Et toi, du coup, peut-être un personnage? L'un des personnages qui m'a le plus marqué, honnêtement, c'est Abby dans Last of Us 2. Pour ce que le personnage représente, mais pour ce que le jeu est aussi. Après, il y a plein de rôles qui m'ont marqué. Il y a mon tout premier rôle dans un 35. C'était Love dans Blade Runner 2049. Le personnage de la méchante robot. Et j'avais adoré ce personnage. Et je pensais que je venais pour une ambiance. Et je venais pour un des rôles principaux. Moi, je suis fan de science-fiction. J'ai été biberonnée à la science-fiction depuis toute petite par mon papa qui me faisait lire du Asimov. Et là, j'avoue, j'arrive et je croise mon mentor du doublage qui était José Lucioni, qui me dit « Oh, je sais pas ce que c'est. Ça va être ton tour, ma puce. C'est une histoire de robot. » Une histoire de robot. J'arrive à un écran géant. Et là, je vais, mais c'est pas une histoire de robot, c'est l'histoire de robot du siècle, en fait. Donc, et je me dis, qu'est-ce que j'ai comme rôle là-dedans? Et puis, il y a Michel Derain, qui est un directeur artistique d'une gentillesse absolue, qui se retourne et qui me dit, tu vois ça, c'est ton personnage. Et là, je vois une meuf d'une beauté sublime, qui m'a l'air de pas du tout être un truc de figuration, là. Et je fais, oh là là, c'est ça que je vais faire. Ça a été un moment fou, et j'ai adoré cet enregistrement. Il a été dans une bienveillance... Michel, il a été vraiment merveilleux. On avait vraiment une super alchimie avec l'ingé son aussi. Ça a été un enregistrement super. Et puis, il y a mon premier rôle dans un jeu vidéo. Le premier rôle, c'était Cassandra dans Assassin's Creed Odyssey. Oui. Amorges avait raison. Je suis le feu. Et je serai la flamme qui attire l'ordre. Et... pareil, je pense que les premières fois, en fait, elles marquent très souvent. Ah oui. Et là, j'avais passé l'essai, j'avais fait une toute petite voix dans le jeu d'avant, vraiment, où j'avais 4-5 phrases, et tu touchais une pierre, et puis il y avait une voix qui se répercutait. Et puis là, je suis allée passer l'essai pour le rôle principal, et quand je l'ai eu, j'étais en train de faire des ambiances à Épinay-sur-Seine, et j'ai un message sur mon répondeur où on me dit « C'est bon, c'est toi, faut que tu le dises à personne. » Je sautais partout dans les pièces. On me disait, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas vous le dire. Mais sur quoi? Je peux pas vous le dire. Ah, ça a été incroyable. Et quand il y avait la sortie du jeu et qu'il y avait les affiches dans le métro, c'était quelque chose. Je m'attendais tellement pas à ça. J'avais fait tellement du théâtre sans avoir aucune envie ou même aspiration à être connue ou faire des grandes choses. Surtout sur les Assassin's Creed. Blade Runner, j'ai emmené toute ma famille, tous mes amis au Grand Rex. Pour moi, c'était fou. Oui, bien sûr. Fou. Donc ça fait partie des plus beaux moments, mais je sais pas si tu n'es pas d'accord avec moi. Ce qui est génial dans ce métier, c'est que même sur des tout petits rôles, bien sûr, on a tellement des trucs variés à faire. On sait tellement pas ce qu'on va faire quand on arrive le matin en studio. Et quelquefois, ça peut être un tout petit personnage, mais la façon dont le DA va nous diriger, ça va amener tu vas sortir de là, tu vas faire... Là, j'ai fait vraiment mon métier de comédien. Ah bah ouais, ça n'a pas d'importance. Et c'était hyper intense et tout ça. Et donc, je pense qu'il y a plein de personnages qui nous ont marqués, mais qui diraient rien aux spectateurs parce que c'est un tout petit rôle dans telle série, dans tel film, dans tel truc. Et là, c'est là que ça change du comédien au spectateur, du coup, du ressenti. Parce que notre ressenti, c'est aussi la façon dont on va travailler avec l'équipe sur le plateau de doublage. Ok. Et ouais, t'as hyper raison de dire ça.
Donc on va pouvoir passer sur la partie sur les films Mario. Ouais. Ah, la moulette. Vous avez vraiment cru que j'allais me marier avec vous? Ma foi, oui. Je n'épouserai jamais un monstre! Est-ce que vous auriez du coup un mot ou une petite phrase pour décrire les films, vous, votre ressenti de comédien sur... Je te laisse toujours commencer là. Ma pauvre, t'as pas de chance, tu sais. Sympa. Du coup, je parlerai que de Super Mario Galaxy, c'est celui dans lequel je suis. C'est une aventure. On traverse énormément de mondes différents et puis il y a cette intrigue avec ce personnage d'Harmonie qui arrive et qui, je pense, va donner un peu de profondeur au film en développant cette relation qu'on apprend pendant le film. Et ça, j'ai beaucoup aimé, tu vois, par exemple. Ok. T'avais pas vu le premier? Si, j'avais vu le premier. J'ai même le DVD. Ah ouais, Ouais, carrément, j'ai encore des DVD. Si, j'avais vu le premier. Et voilà. Ok. Eh ben, moi, le mot, ce serait nostalgie. Ok, oui. Parce que je crois que l'une des premières consoles, la première console que j'ai eue, c'était une Nintendo. C'était le truc pour tuer les canards. Mais oui, t'as Duck raison. Hunt. Ouais, Ah mais oui, avec Duck le Hunt. ça nous rajeunit avec le pas. pistolet orange. Oui, mais voilà. Donc j'avais Duck Hunt et j'avais des... Alors je sais plus lesquels c'était de Mario, hein. Mais j'avais Mario en jeu vidéo. Ça fait partie des tout premiers que j'ai fait. Donc moi, ça m'avait bien marqué. Après, pendant très longtemps, j'ai plus du tout joué sur tous les jeux Nintendo que j'ai retrouvés plus tard. Et je suis très mauvaise à Mario Kart. Alors que normalement, je me débrouille très bien en jeu vidéo, mais là-dessus, je suis pas bonne. Mais c'est vrai que pour moi, c'était associé à un truc vraiment d'enfance. Et à découvrir un film sur ce thème-là, ça m'a fait quelque chose d'assez émouvant, en fait, j'ai trouvé. Et le développement des personnages aussi, je ne m'attendais pas. Et quand j'ai vu qu'il y avait la princesse Peach et ce qu'ils en avaient fait, c'est vraiment chouette. Parce que pour moi, c'était celle qui se fait enlever tout le temps. Et qui, ça casse un peu le code de la princesse traditionnelle dans les films qui vient se faire secourir par le prince. Ah bah oui. Là, c'est la elles princesse. elles peuvent être Là, c'est les princesses fortes. Un côté beaucoup plus badass. Et je pense d'ailleurs que s'il n'y avait pas eu ce côté, entre guillemets, un petit peu badass, je suis pas sûre que j'aurais pu faire ce rôle. Parce que comme justement, j'ai une voix assez grave et je fais pas mal de personnages un peu... combatif. Voilà, merci, j'allais pas dire le bon terme pour... mine de rien, je pense que pour une princesse traditionnelle, j'ai pas obligatoirement la voix qu'il faut. Mais par contre, quand tu vois Anya Taylor-Joy en anglais dessus, ok, là tu peux comprendre, tu dis ok, elle a une voix un peu voilée, elle a quelque chose, elle a vraiment un côté... mais en même temps, Peach, c'est une leaduse. Oui. Donc ça fonctionne vachement bien avec ta voix. Dans cette version des films, effectivement, mais à la base, dans les jeux vidéo... Oui. C'est kidnappé. Elle se fait kidnapper. Il faut aller la chercher. Non, mais c'est clair. Chaque fois, mais elle a un petit problème de kidnapping. Quand même. Débrouille-toi, Peach. Là, elle se débrouille. Elle lead, elle s'occupe de tout son peuple. Enfin, elle est très déterminée. Ça fait plaisir de voir ça. C'est vraiment la dirigeante de son peuple, forte. Puis quand tu vois... Alors, j'ai vu que le premier, hein, donc shame on me. Mais dans le premier, ne serait-ce que la course-poursuite, quand elle est sur sa moto rose et tout, oui, il garde le côté girly, ce qui fait que les petites filles ont aussi le plaisir d'avoir le côté de l'image de la princesse. Mais par contre, ils ont aussi... Ça vient casser les codes. Voilà, tout le côté rock'n'roll et indépendante de la jeune femme, quoi. C'est trop cool. Oui, puis elles savent se battre en fait. Oui, elles se défendent, elles savent se battre. En l'occurrence, j'allais dire, on a bien vu, mais je suis désolée, je suis obligée de te spoiler le film. Mais oui, c'est des personnages qui savent se battre et ça rééquilibre un peu les choses aussi dans ce genre de film où, en effet, la princesse est kidnappée et attend d'être délivrée. Là, on n'attend rien du tout, quoi. On se défend toute seule. Et même de ce fait-là, où dans le 2, Harmonie est condamnée à être délivrée. Elle n'est pas délivrée par Mario Luigi, elle est délivrée par l'autre princesse, par Peach. Je sais pas si on peut lui dire. Ouais, du coup, je vous désolé. J'ai vu la scène, les scènes où je les ai vues. La fille qui a travaillé tout le doublage sans regarder. Non, je ne veux pas voir, je ne veux pas spoiler. J'essaye de spoiler au minimum. Non, bien sûr, j'ai vu quand même mes scènes. Et notamment certaines scènes où tu étais. Mais j'ai plein de choses à découvrir sur le film. Mais spoilez-moi, c'est pas grave. Non, mais je plaisantais. On va... Et comment vous êtes arrivé du coup sur le rôle? Comment s'est passé le casting? Écoute, moi j'ai passé le casting, je croyais
que je venais pas passer le casting pour Pitch parce que je savais pas pourquoi je venais. T'as un petit souci avec j'arrive quelque part et je sais pas ce que je viens y faire. Non mais après ça fait partie de ma vie. Moi j'ai un cerveau qui... je crois que je suis pas complètement neuroatypique, mais j'ai un côté, je suis très... Ça doit créer des surprises quand même dans ta vie, non ? Et quelquefois on est trop nombreux dans ma tête, mais c'est vrai. Mais au moins je m'embête pas. J'ai de la surprise, effectivement. Donc je suis arrivée sur le plateau, on m'avait pas dit pourquoi c'était. C'est aussi pour ça. Ok. Je crois qu'on m'avait peut-être dit, mais on m'avait pas dit que c'était pour Pitch. Ouais. Et étant habituée à faire des méchantes dans Chicken Run ou ce genre de trucs, tu vois, je fais plus souvent les méchantes ou les vrais badass. Je vois sur le grand écran la tête de la princesse Peach et je me fais oh putain, c'est pas pour moi, ça doit être la comédienne d'avant qui vient de passer les scènes. Évidemment. Oh, je dois faire une méchante, mais ce serait qui la méchante dans Mario? Oh là là. Et je réfléchis en attendant que la DA arrive à me dire ah là là, qu'est-ce que c'est? Et puis elle me dit donc t'as reconnu le personnage? C'est pour moi. Je vais jamais la voir. Je me dis mais c'est impossible. Et j'écoute la première boucle et là je reconnais Anya Taylor-Joy. Et je me fais ah d'accord. Ok, j'ai peut-être une chance. Alors ok, s'ils ont fait un personnage comme ça, j'ai peut-être une chance d'avoir vraiment ma place dans ce film. Et je suis sortie, je me suis éclatée. À l'audition, vraiment, j'étais là, bon, même si je ne l'ai pas, ça a été un tel plaisir de pouvoir placer ma voix sur un personnage comme ça aussi iconique et de l'avoir fait, rien que ça. C'était super, j'étais ravie, j'étais super heureuse. Tu te rappelles, tu as passé le casting sur quelle scène? Ah, j'ai passé un casting sur plein de bouts de scène. Ok. Ouais, on en a passé beaucoup en fait. Il y avait beaucoup de scènes. Ils faisaient vraiment plein d'extraits. Ok, voilà. Quand on passe un casting, on passe pas sur une scène en particulier, on passe sur plein de morceaux de scène. Ça dépend, mais là, en tout cas, moi je sais que j'en avais beaucoup. Ouais, pareil. J'en avais beaucoup à tel point je me suis dit oh là là, c'est quand même hyper stressant. Et tu connais l'enjeu en fait. T'arrives, c'est Mario, tu fais waouh. Quand je suis arrivée, effectivement, j'ai vu les. Je crois que elle m'a d'abord montré toutes les scènes en VO. Ok. Que j'allais passer et je me suis dit oh là là, il y a du taf quoi, tu vois, il y a vraiment plein de trucs à faire. Voilà, c'est des exercices hyper stressants, tu te dis mais un peu comme toi quand jamais je vais être prise et tout. Et puis en fait après tu sors et t'es content t'as passé un bon moment en fait. C'est ça le plus important. T'as passé un bon moment. C'est quand t'arrives à donc la cerise sur le gâteau c'est d'être choisi, mais bien sûr évidemment, mais tu t'es bien éclaté. C'est chouette quoi. Et est-ce que vous attendiez un tel succès quand vous avez doublé? Est-ce que vous vous êtes dit, tiens, ça va vraiment exploser? Alors moi, c'est particulier parce que je suis arrivée en cours de route. C'est-à-dire qu'il y avait les bandes annonces qui étaient déjà sorties du coup. Mais il n'y avait pas encore pitch dans les bandes annonces. Il y avait des bouts de réaction ou de choses comme ça, mais ils avaient gardé l'anglais. Donc, il n'y avait pas encore le casting d'annoncer et tout ça. Et en fait, c'est le moment où il y a eu un engouement de dingue pour la VF sur les bandes annonces, avec tous les fans qui se sont mobilisés en faisant « On veut que vous nous mettiez les mêmes comédiens que dans la bande annonce, on ne veut pas de star talent ». Oui, c'est vrai qu'il y avait eu un gros mouvement. Il y a eu un gros mouvement de soutien et tout. Et moi, je suis arrivée pendant ça. Donc, il y avait déjà énormément d'engouement pour les bandes annonces. Et c'est à ce moment-là que j'ai passé les essais, que j'ai été prise et que j'ai fait les premières bandes annonces. Donc, d'une certaine manière, moi, j'ai vu tellement de fans de l'univers Mario se motiver en France pour soutenir le projet que non, ça m'a pas étonnée. Je me suis fait ça va être un truc de dingue, ça se sent. Et en plus, c'est ça qui est génial, c'est qu'ils ont suivi et ils ont vraiment gardé les comédiens des bandes annonces. Ils n'ont pas fait appel à des stars ça c'est talent quand même assez extraordinaire. Et ça a fait une VF sur le premier, hein, donc voilà, encore une fois, je suis désolée de ne pas encore avoir vu le deuxième. Mais sur la VF du premier, moi, honnêtement, j'ai trouvé que chaque petit personnage, toutes les interventions étaient incroyables. Au niveau du travail de la voix qui a été fait, c'était incroyable. Valérie Ciclet, elle a fait un boulot de dingue, quoi. Donc, puis le premier, c'était il y a 3 ans, du coup. Ouais, 2 ans et demi, 3 ans. Donc c'est ça, et en fait, il y a quand même, on est en 2026, il y a eu une attente. Je crois qu'il y a eu une attente de dingue du côté des fans. Et du coup, je pense que pour le deuxième, non, moi, j'étais pas tellement étonnée. J'avais même plutôt conscience qu'on avait la chance de participer au doublage d'un film qui allait être hyper remarqué, attendu. Et voilà. Et puis, je me rappelle que quand j'avais vu des petites vidéos sur Instagram, trucs comme ça, avec les annonces des personnages qu'on allait voir, donc notamment Harmonie, mais l'engouement des gens, tout le monde était
il y avait une réelle Et attente. quelques jours avant le film, ils Ouais. ont montré tous les personnages qui allaient Exactement, avoir. une envie de dingue de découvrir ces nouveaux personnages dans un film que tout le monde aime d'avance, en fait. Alors, sur le casting, on retrouve Pierre Tessier sur Mario, Benoît Dupac sur Luigi, Emmanuel Garrido sur Todd, Jérémy Covillo sur Bowser, Antoine Chomsky sur Bowser Jr. et plein d'autres comédiens sur les rôles plus secondaires, on va dire. Vous avez doublé seul ou à plusieurs sur les films? Moi, j'ai doublé toute seule. Moi aussi, toute Ok. seule. La plupart du temps, je ne sais pas si tu connais un petit peu, la plupart du temps, comment ça se passe en doublage. Il y a eu la grande époque où tout Où le tout le monde monde venait doublait à ensemble. plusieurs. Voilà, et que ça pouvait durer plusieurs jours, même si tu avais une phrase. Et il y avait vraiment une ambiance super collégiale que nous, moi, personnellement, je n'ai pas trop connue. Et il y a eu la période avant Covid et la période après Covid. C'est-à-dire qu'avant Covid, déjà, c'était des équipes un peu plus réduites. Tu avais quand même plusieurs personnes sur le plateau en même temps. Tu avais des gens qui pouvaient venir assister. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. C'est vraiment en assistant sur les plateaux, en venant regarder travailler les comédiens avec des yeux comme ça, en faisant « Ah, c'est incroyable !» t'entraîner dans ta tête. Et puis, le Covid est passé par là. Et là, ça a mis un stop à... ça a mis un stop complet. Et ils se sont rendus compte qu'en plus, comme il y a des bons comédiens en doublage et qu'on a quand même une très bonne technique, ça fonctionne. Ça fonctionne même quand tu es tout seul, même quand tu es dans une comédie, même quand tu es dans une scène de drame et que tu n'as pas ton partenaire avec toi. Ok. Et que tu dois être tout seul au micro et qu'en fait, tu ne dis que tes répliques à toi et tu n'entends pas les autres. Et si les comédiens sont bons et que le directeur artistique est bon, ça marche quand même. Celui qui passe en deuxième a l'avantage de pouvoir entendre la première voix qui a été enregistrée. Donc par exemple, quand on double le dernier, double sur une scène où beaucoup de monde parle, toutes les voix déjà ajoutées. Celui qui passe en dernier, il a l'avantage d'entendre les autres. Et quand tu passes en premier, tu es tout seul. Mais en fait, ça fonctionne. Et au niveau des conditions d'enregistrement, des tarifs et tout ça, les studios et les clients se sont rendus compte que ça leur faisait gagner du temps. Et en plus de ça, il y a eu plein de trucs de clauses de confidentialité, de choses comme ça. Donc, en plus de réduire les équipes sur les plateaux, je pense que ça les a vachement arrangés. Et donc, c'est devenu un peu la norme maintenant. Okay. Et de temps en temps, ça arrive qu'il y ait des séries où tu te retrouves avec le rôle principal ou ton partenaire principal. Il y a encore certains projets où il y a des DA qui se battent un petit peu pour qu'il y ait les équipes qui se retrouvent, que les guests ne soient pas tout seuls, mais qu'ils soient... Ça revient quand même. Ouais, ça revient. Ça fait du bien. C'est resté longtemps. Après le Covid. Ouais. Et ça reste encore. Et sur les 35, la plupart du temps, moi sur... Oh, pardon, j'ai tapé le micro. Sur les 4 Fantastiques, j'ai eu la chance d'être avec celui qui faisait mon mari. Oui. Mais ça, en 35, j'ai trouvé que c'était assez rare. La plupart du temps, tu es un peu isolé, ou même sur les gros films. Tu dis 35, ça correspond à quoi? Film cinéma. Et même sur les certaines grosses séries, les séries Star Wars et tout ça, de temps en temps, on pouvait être à 2, mais la plupart du temps, tu es tout seul. Du coup, toi, ton personnage reste souvent avec Pedro Pascal, du coup. Oui. Dans les 4 Fantastiques, dans le Mandalorian. On était un peu à 2. Alors, on était sur 2 micros séparés, l'un à l'autre bout de la salle. C'était rigolo. On pouvait faire des scènes d'intimité. On était à 10 mètres l'un de l'autre. C'était fou. Tu vas chuchoter. Et lui, tu l'entends pas bien parce que il est hyper loin. C'est très étonnant. Mais au moins, on était ensemble. Donc, il y avait un petit côté où quand même, tu sais, tu t'entends, tu sens l'énergie de l'autre et tout. Mais sinon, la plupart du temps, tu es tout seul. Et je sais que là, récemment, j'ai eu le plaisir de faire une saison 2 sur une série qui est complètement improbable, moi, qui me plaît beaucoup, qui s'appelle Deadlock. C'est un truc très gay friendly, voilà, très barré, qui se passe en Australie, un duo de flics. Et c'est un duo de flics avec Edwige Lemoine. Et j'adore cette comédienne. Je l'adore. Quand je faisais des ambiances, je l'entendais dans Mrs. Maisel et j'étais là, mais elle est incroyable, c'est fou ce qu'elle fait. J'aimerais tellement bosser un jour avec elle. Et il y a la saison 1 qui est sortie il y a 3 ans aussi, je crois. Et donc, je me suis retrouvée pour la première fois avec elle au micro. Qu'est-ce que c'est chouette! Parce que là, tu vois tout ce qu'elle fait. Tu te dis, oh là là, je bois ses paroles, j'apprends des trucs. Et en même temps, on se renvoie la balle et tout. Ah, punaise! Et là, la saison 2 est arrivée 3 ans après. Qu'est-ce que c'était cool de pouvoir être ensemble au micro. Et je pense qu'elle aurait été capable de faire très bien ça sans moi et on aurait pu se débrouiller l'une sans l'autre. Mais on entend la notion de plaisir. En plus, quand tu joues et que tu joues avec quelqu'un, je pense que le plaisir est décuplé. Ça passe dans ta voix, ça passe. C'est ça. On entend quand même la complicité, c'est trop chouette. La complicité, un comédien ou un personnage qui nous matche un petit peu, j'imagine, c'est plus agréable.
Ça se ressent Bien plus. Ah oui, ouais. Et puis, moi, j'aurais adoré faire les scènes avec Pierre. Et c'est rigolo parce qu'il fait mon Mario, mon petit moustachu à moi. Donc, c'est un petit couple quand même. Et il est aussi en couple avec moi dans un truc qui n'a rien à voir. Dans les feux de l'amour. Ah, ça, c'est drôle. Ah ouais, bah. C'est mon mec dans les feux de l'amour. Je suis une des nouvelles dans la série. Et on n'enregistre jamais ensemble non plus. Donc, C'est pas possible. J'entends sa voix et tout. Mais on n'enregistre pas tous les deux. Mais je trouve ça rigolo qu'il y ait deux... Oh, j'ai encore touché le micro. Pardon, excusez-moi. Voilà, enfin, bon, je trouvais ça T'inquiète amusant. pas. Est-ce que, en dehors de vos personnages, vous avez un personnage que vous avez particulièrement apprécié sur les films Mario? Sur le premier, tu sais. Enfin, oui, du coup, Mais sur pas le du premier Mario. J'en reviens toujours à la même honte. Pardon, hein. excuse-moi. Moi, j'avais adoré la petite étoile dépressive. Le temps, comme l'espoir, est une illusion. La seule issue est la douce délivrance de la mort. Fait Oui. par Casey. Casey Chase. Elle était géniale. Mais honnêtement, hein, tous les persos, je les avais trouvés bien. Todd, il était super. Ouais. Tout était... Puis là, il y a Yoshi Super. quand même, quoi. Ouais, bien Il Yoshi. y a Yoshi quand même. Oui, bah oui. C'est comme un petit animal de compagnie. On est content. Mais c'est vrai qu'il est bien amené. Ouais. Et Bon, il est drôle, il est. il a ce côté en plus qui gère un petit peu l'équipe à des moments. Il crée un peu d'inattendu dans certaines Voilà. scènes, donc c'est sympa. Ouais. J'ai des bourdes. On te tease pour que tu ailles voir le film. Ah, mais j'ai très envie. Il n'y a pas de souci. Je vais aller voir ça. Et, Avec Yoshi. et pour finir sur la partie Mario, est-ce que vous avez une scène dans les films qui vous a particulièrement marqué? Qu'on a doublé, tu veux dire? Ouais, ou pas forcément une scène que vous avez plu, que votre personnage soit dedans ou pas. Je sais que alors moi, quand je suis allée voir le film, j'ai découvert que j'étais la scène d'ouverture, enfin que Oui. la scène d'harmonie, c'est la scène d'ouverture. Et du coup, ça m'a fait un truc, tu sais, je trouvais L'ouverture ça... sur le grand film. Ouais, tu ouvres le truc, t'es au Grand Rex et tout, et je fais oh là là, mais c'est génial, je savais pas. En fait, tu sais pas quand tu doubles, tu vois pas La ce scène qu'il y a peut être avant, à n'importe après. quel moment, Elle peut être à n'importe quel moment. Et donc ça, j'avais bien aimé, j'avais trouvé ça très sympa, que ce soit le lancement du film et de l'intrigue, du coup, de cet épisode-là. Enfin, Ok. ouais. Moi, j'avais dans le 2, dans les scènes que j'ai doublées, donc voilà, pas les scènes que j'ai vues. J'avais vachement aimé la scène de baston dans le casino. Oui. Alors, Ah je ne sais pas ouais. comment ça rend dans l'ensemble du film. Ah bah c'est un Mais voyage, j'ai hein. C'est adoré. très. Ah, c'est un voyage, le J'avais truc. kiffé Ça bouge cette dans scène. tous les Ça bouge dans sens, tous les sens, c'est hyper bien Il y a fait. plein de couleurs. Il y a plein de c'est- couleurs, mais oui, c'est ça, moi aussi, Ça, les couleurs m'ont vachement marqué. Les quoi. couleurs T'es- dans le film sont très Tu très sais, c'est un bien. peu comme quand tu fais des trucs en VR. réalité virtuelle, c'était comme ça. Bah, c'est un peu ça, cette scène. Hein. Ça passe, bien elle aimé. saute d'un univers à un autre. C'est vraiment très bien fait. Je pense que tu vas le voir en 4D, tu prends vite Ouais. tu prends vite la gerbe cette Je pense qu'il faut scène-là. prendre tes médicaments Exactement, anti-nausées pour médicaments anti-nausées. Mais sinon, moi, dans le premier, la rencontre avec Mario, la première scène où ils se voient, en fait, le fait de... Elle découvre un autre humain. Ouais, et le fait de faire partie de l'équipe, enfin, je sais pas, moi aussi, ça m'a touché, la réunion des deux. Voilà, Ah oui. mais globalement, j'ai aimé tout le monde, j'ai aimé tous les clins d'œil. Au à jeu, l'univers toutes des les petites jeux et tout. références. Ouais. les Il y en a références aux tellement, autres faut univers le voir même Nintendo. plusieurs fois pour pouvoir tout choper. Quoi. J'en ai fini sur la partie Mario, on va pouvoir repasser sur des questions un petit peu plus génériques. Est-ce qu'en tant que comédienne, vous avez une bucket list de doublage? C'est-à-dire un type de personnage que vous aimeriez faire, une série, un univers dans lequel vous aimeriez doubler? C'est une bonne question. Je crois que j'aime bien les ados. J'adorerais faire plus d'ados ou des jeunes femmes, tu vois. Ouais. J'aime bien. Puis je sais pas, je pense que c'est le fait. Moi, j'ai grandi avec les VF, les séries d'ados ou Friends ou les séries comme ça, et je crois que j'adorerais faire un truc comme ça. Ok. Voilà, une jeune femme, une ado. Dans J'aime bien. une sitcom un peu. Ouais, franchement, ouais. Et puis faire aussi plus d'animation, c'est quand même une grande liberté qui est quand même très sympa. Enfin, de toute façon, je dis ça, mais aujourd'hui, on a tellement la possibilité de passer d'un truc à un autre que la bucket list, en fait, elle est Gigantesque. elle est gigantesque et tout nous convient très bien. Donc voilà. Ok.
Moi, je crois que j'aimerais bien faire une voix dans The Boys. Ouais. Parce que Ah ouais, t'es hyper précise. Ouais, mais parce que j'ai vraiment un côté geek. Moi, je regarde tellement de trucs de séries, de films et de machins Super-héros. comme ça. Mais super-héros, mais dans la version anti-super-héros. Moi, c'est ça qui me plaît. C'est les enfoirés super-héros. Ok. Ça me fait rire. J'ai la chance de faire la La femme femme invisible. Donc, c'est déjà énorme, tu vois. Pour moi, c'était dingue. J'ai fait partie de l'univers Star Wars. Moi, c'était l'un de mes jeux vidéo fétiches quand j'étais petite, c'était Resident Evil, avec lequel je jouais avec ma sœur. On jouait aux mercenaires comme des folles jusqu'à des heures indues. L'une de mes grandes sœurs. Donc, j'ai fait une voix dans un Resident Evil. Oui. J'adorais Assassin's Creed. J'ai fait Assassin's Creed Odyssey. Enfin, j'ai eu une chance dans l'univers des Star Wars. J'ai fait franchement, Blade Runner. Il y a un truc où Ouais, t'es bien quand, servi. quand on est T'es fan bien de servi. pop culture Ouais, SF, c'est clair, c'est ça. Même Nicky Larson. Moi, j'adorais Nicky Larson quand j'étais petite. Je savais pas que c'était une version censurée. J'ai fait un rôle dans un Nicky Larson. J'ai fait un rôle dans un Dragon Ball Super Broly. Je savais même pas que c'était Dragon Ball quand j'ai enregistré. J'ai compris qu'à la fin de l'enregistrement. Mais enfin, c'est plein de trucs d'enfance et de trucs qui me semblaient complètement impossibles que j'ai eu l'occasion de faire. Complètement la chance. Oui, je crois que j'ai fait la méchante dans Sailor Moon. Waouh. J'ai fait une méchante dans Sailor Moon, quoi. Non, mais tu vois, je me serais jamais dit, ça va faire partie de ma bucket list, je veux faire ça. Et tout d'un coup, il y a l'univers qui te fait touc, vas-y, tu peux faire ça, c'est incroyable. Faire une princesse dans un univers de films d'animation, je pensais même pas que c'était possible. Ah oui, on est bien d'accord. Voilà. Quand tu te revois jouer à la Nintendo. Oui, c'est complètement fou. Donc voilà, donc c'est vrai que j'ai un côté où je consomme beaucoup de jeux vidéo, de séries, de films dans un univers un peu geek. Et j'avoue que The Boys, le côté un peu trash, le côté un peu les enfoirés. côté sale du super-héros. Ouais, les côtés sales de super-héros, c'est vraiment ça. Il y avait notamment, alors je l'ai regardé en anglais, j'ai switché anglais-français au début, puis je suis restée sur l'anglais sur les dernières saisons. C'est pas du tout une critique par rapport à la VF, hein, attention, c'est pour ça que je veux dire. Mais il y avait, je ne sais pas par qui elle a été doublée en français, donc, mais il y avait un personnage de Storm quelque chose. Oui. J'aurais pas le nom. Une saloperie qui était avec Homelander et j'ai fait ce type de personnage-là, ça pourrait me faire ça me branche bien. C'est badass sans la robe de princesse. Ouais, quoi. mais badass un peu folle, un peu, tu vois. Et c'est vrai que quand j'ai eu l'occasion de faire Dedra Miro, qui est une fan absolue de l'Empire, en mode néo-nazi chelou, hein, mais qu'est-ce que c'était chouette à faire. C'est tellement loin de moi qu'il y a un côté où, trouver cette autorité-là, l'exprimer et tout, je trouve ça très chouette. Et je me suis rendu compte ces dernières années qu'on me voyait très peu sur des trucs de comédie. Je l'ai fait avec Benoît Dupac, qui m'a dirigé sur le Décameron, qui était une série complètement folle sur la peste, tout ça. Enfin bon, bref. Ah oui, mais bien sûr, mais oui, je suis dedans. Tu fais quoi? Mais oui, j'ai fait, j'allais dire un cadavre, mais c'est très possible. On est d'accord que c'est très... Attends, mais oui, c'est une espèce de truc moyenâgeux. Oui. Mais oui, c'était complètement fou comme série. Je faisais une nana, en fait, toute sa famille... toute sa famille est morte. Ouais. Ils sont tous à table, comme ça. Ils sont tous morts. Et elle est au milieu, elle fait oui, venez. Je sais plus ce qu'elle fait, mais genre, asseyez-vous. Enfin, tu vois, un truc tout à fait banal, quotidien, alors que toute sa famille est à table, morte. Oui, ça me dit quelque chose. Ouais, mis en scène, tu vois, genre, genre le mari, il a la fourchette dans la main, il s'apprête à bouffer, mais il est mort, donc il est comme ça, tu vois. Et elle est complètement tarée, cette série. Elle est complètement folle. Et donc voilà, Benoît m'a mis sur un personnage dedans. C'est une comédienne que j'avais déjà doublée et qui était insupportable. Donc voilà, évidemment, il y a un côté, c'est une connasse, mais qui est hyper drôle, avec plein de ruptures. Et ça, je me suis vraiment amusée. C'était très décalé. C'était super chouette. Et je sais que là, j'ai travaillé pour la première fois avec un monsieur adorable qui s'appelle Jean-Claude Donda. Et qui m'a fait venir, et ça m'a fait plaisir parce que c'est quelque chose qu'on me proposait vachement quand j'ai commencé, parce que j'avais proche de 30 ans, et que maintenant j'ai vraiment, avec mes 41, là ça y est, on me le propose moins, et mine de rien, il m'a mis sur un rôle de blonde décérébrée à gros seins. Mais vraiment, bien sûr. la caricature de la conne, qui n'était pas du tout dans la méchante, pas du tout dans l'autoritaire, juste la grosse teubée qui se prend en selfie 40 000 fois par jour. Et il n'y avait pas beaucoup de scènes, mais qu'est-ce que j'ai aimé faire ça. Et en fait, ça,
ça m'éclaterait beaucoup de faire plus de comique. Hmm. Parce que pendant très longtemps, j'ai cru que j'étais une comédienne qui avait Axé vraiment... sur les méchants. Oui, et puis même sur la tragédie ou les trucs très classiques, Très lourd, quoi, très en fait. intenses. Ouais. Et c'est plus tard, en grandissant vraiment dans ma vie de comédienne, que je me suis rendu compte que je pouvais avoir un sens comique. Et là, je fais le dindon depuis donc quelques années et je me sens extrêmement à l'aise et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui fait maintenant complètement partie de moi et j'aimerais bien en faire plus en doublage parce que je crois que je peux apporter Puis tu t'y plairais un truc. bien. De quoi? Tu t'y plairais bien en... Oui, je m'amuserais, ça m'amuse beaucoup en fait. Bah oui. C'est très chouette. Et Donc hyper ouais, drôle, les c'est ça comédies. qui Ouais. pourrait être un peu ma bucket list, ce serait de faire peut-être un peu plus de comédie. un peu plus de comédie. Ok. Ouais. Ça pourrait être très cool. Parmi tous vos personnages, est-ce que vous avez des répliques que vous avez, qui vous ont plus marqué, qui vous restent en tête Alors là. Moi, je suis nulle pour les Alors noms. là. Les noms, les visages, les lieux. Et les répliques, si j'ai appris le texte par cœur, il n'y a pas de problème. Mais si je l'ai lu qu'une fois, moi, il y a Malaka, que j'aime beaucoup. C'est une interjection que dit mon personnage de Cassandra dans Assassin's Creed Odyssey. Et qui est une sorte d'insulte. Hein. Voilà, en gros, c'est putain de merde ou fait chier. Voilà, ça recouvre plein de choses. Malaka, donc ça, j'aimais bien. Ouais. Je l'ai dit je ne sais pas combien de fois dans ce jeu. C'est des centaines d'heures de jeu, donc je l'ai dit très souvent. C'est qu'en jeu vidéo, il y a des choses il y a des phrases qu'on redit voilà. et redit. surtout Du dans coup, les je me rappelle Assassin's Creed, dans Gotham Knights, je disais tout le temps Batman en vue ou Robin en vue. Puis tu le fais sur tous les tons et tous les volumes, quoi. Tu fais Robin en vue, Robin en vue, Robin en vue. Et tu le fais 50 fois et puis après, tu as fait tes 50 fois de Robin et tu vois Batman en vue arriver. Complètement. Et moi, il y a une phrase que j'aimais beaucoup, c'est une scène, c'est la scène dont je vous parlais tout à l'heure, enfin, le personnage dont je vous parlais tout à l'heure de Love dans Blade Runner 2049. Il y a une scène avec Robin Wright, qui est doublée par Juliette Degène, que j'admire infiniment en tant que comédienne. Je la trouve sublime. Je trouve que c'est une personne merveilleuse et une comédienne merveilleuse. Et donc, on n'a pas enregistré ensemble cette scène. C'est une scène où je vais finir par la tuer. Elle a un verre à la main et je lui casse le verre dans la main. Et je lui dis, on n'arrête pas une vague avec un bâton. Oh je l'ai bien dit, dis donc. Avec un bâton. Elle sait plus parler, la fille. C'est bien, c'est pas son métier, heureusement. Et donc, cette phrase, on n'arrête pas une vague avec un bâton. La scène, je la trouve magnifique. Je trouve qu'elle est très forte. Et en plus, ça a correspondu à un moment où Michel Derain est venu avec moi à la barre. Et c'est un monsieur qui est assez âgé, qui a une sorte de fragilité. Je sais pas, moi, c'est... T'as pas envie de le malmener, quoi. Non, j'ai envie de lui faire des câlins. Il y a quelque chose, j'ai beaucoup de tendresse pour ce monsieur. Et donc, on se connaissait pas. C'était notre première fois où on a travaillé ensemble. Et il m'a dit, tu me prends la main, et tu me serres le poing, et tu me le fais comme ça dans les yeux. Donc, il était en face de moi, il y avait le micro entre nous. Et donc, je lui ai vraiment fait comme ça, avec une sorte de tension. Et ce moment, c'était un moment comme une scène de théâtre où on joue avec l'autre, quoi. Alors que il jouait le rôle de Juliette, il disait pas un mot, mais il était ma Juliette à moi à ce moment-là. Et donc ce moment, on n'arrête pas une vague avec un bâton juste avant de la tuer. Ça m'a plu. Mais sinon, j'ai pas retenu les phrases de. Non, moi non parce que plus, Junker sincèrement. Queen, je pense qu'il y en a plein. Des bien barrés avec Arrêtez ma voix de traîner la savate et bougez-vous. Voilà, avec ma voix d'alcoolo dégueulasse, parce que j'ai vraiment une voix d'alcoolo dégueulasse là-dedans, mais ça me fait beaucoup rire. J'ai pas retenu les répliques, je suis désolée. C'est pas de souci. Moi, j'en ai fini pour mes questions. J'aurais aimé qu'on puisse parler un petit peu de l'IA en ce moment, de tout ce qui se passe avec l'IA dans le monde, dans votre métier. Oui. Et quel est votre ressenti par rapport à ça ? Surtout, tu me disais donc que le monde du doublage jeu vidéo est un petit peu en... Il y a une grande partie, je crois, du milieu du doublage du jeu vidéo qui est à l'arrêt ou en pause. Moi, j'ai un jeu vidéo que j'ai refusé, sur lequel je suis depuis plusieurs années. Donc, je participe aux extensions. Mais là, je refuse, je dis non. Parce que les clauses proposées dans les contrats ne peuvent pas être acceptées en l'état. Puisqu'elles imposent elles imposent que l'IA puisse utiliser notre voix pour faire apprendre à la machine. Donc c'est pas possible. Après, c'est aussi d'une certaine manière à la France de façon politique de légiférer
là-dessus. Parce que si ça légifère... On est regroupés, maintenant il faut qu'il se passe quelque chose au niveau... parce que là, en fait, on se bat avec nos petites armes et le SFA et tout ça pour essayer de faire en sorte que les clauses qu'on a décidées soient acceptées par les clients. Mais en fait, si tout d'un coup, il y avait juste une loi qui disait, bon, en fait, ça va se passer ce serait comme terminé. ça, vous voulez une VF, ça se passera comme ça. Okay. Et donc, en fait, il y a plein de jeux qui ne sont plus doublés ou qui vont aller être doublés au Québec. Oui, notamment, je crois qu'Overwatch. Ouais, voilà. Il y en a plusieurs. Moi, je me suis rendu compte que j'avais fait un enregistrement sur un jeu parce qu'on m'a dit, tu l'as déjà fait, viens. Ouais. J'ai dit, c'est bon au niveau des clauses. On m'a dit, oui, c'est bon. Et c'était pas bon. Et donc, en fait, c'était pas bon. Et je l'ai appris après. Et quand on m'a dit attention sur un autre jeu où on s'est réunis avec les comédiens pour dire non, on dit tous non. J'ai fait mais c'est le même employeur en fait, j'avais pas capté. Voilà, il y a plein de trucs qui sont compliqués et c'est compliqué aussi parce que il y a moins de boulot donc on a aussi besoin de travailler donc c'est compliqué de dire non à du boulot. Mais en tout cas dire non ça fait mal. Voilà. Ça, et puis dire ça fait mal à des personnages qu'on exactement. A aimés, parce que tu vois moi Junker Queen j'ai adoré la faire quoi. Ça a été un vrai plaisir. Et il y en a plusieurs des personnages comme ça où en fait on est obligé de dire au revoir parce qu'on n'a pas envie de scier la branche sur laquelle on est assis, on n'a pas envie de tuer notre métier. Et en fait, c'est ça qu'on nous impose en fait, en acceptant. Et puis il y a une solidarité qui est hyper importante du coup et après, y a des par rapport à cette réponse face à l'IA. C'est le groupe qui va faire que on a du poids. Il faut aussi comprendre qu'il y a certains comédiens tout à fait, qui n'ont pas le choix. C'est un peu cornélien pour certaines personnes. Moi, j'ai cette chance-là de pouvoir dire je dis non. De pouvoir te et permettre je peux quand de refuser. Même manger à la fin du mois et je peux me débrouiller et je peux aider mes proches et je suis toujours dans une situation qui franchement est enviable par rapport à plein de comédiens de doublage et évidemment de théâtre où ça gagne beaucoup moins bien sa vie pour l'avoir vécu et galéré pendant tant d'années. On n'oublie jamais d'où on vient et donc c'est vrai que c'est compliqué pour certains comédiens de dire non à ça. C'est vraiment un crève-cœur. Donc, mais l'IA, c'est une catastrophe et ça touche pas que notre métier. C'est ça qui est dingue, c'est que ça légifère pas alors que ça touche tellement tout le corps artistique, mais aussi d'autres métiers. Plein d'autres choses. Et le fait que ça peut être une chance merveilleuse, ça peut être une assistance incroyable pour plein de choses, l'IA. Vraiment, moi, je pense que ça vaut pas le coup de dire l'IA, c'est de la merde. Non, il y a des choses dans l'IA qui sont incroyables, qui permettent d'apprendre mieux. Pas pour remplacer les professeurs du tout, mais juste des façons, par exemple, pour réviser, pour des examens. Il y a plein d'aides qui sont incroyables. Au niveau médical, plein de choses. Mais en fait, c'est tout le problème des nouvelles technologies qui arrivent et qu'on lâche. Qui sont sur tous les terrains, sans légifération. Il n'y a plus de curseur, en fait. Il n'y a pas de curseur. Il faut sans avoir le cadre légal et sans réfléchir à ça. Et pourtant, justement, la science-fiction, toi qui es grande fan de science-fiction... Mais c'est dans tous les bouquins de SF. Et ça finit toujours mal, les gars, quoi. Vous n'avez toujours pas compris. C'est ça. Et quand même, à la base, il y a les lois de la robotique avec Asimov. C'est lui qui les a... Et dans ses bouquins, il y a comment les intelligences artificielles arrivent à contourner les lois. Mais la première chose, c'est que l'humain est supposé mettre des lois. Des barrières à cette intelligence artificielle. Et c'est ça que je trouve fascinant, moi, avec la science-fiction, c'est que c'est une façon de parler des problématiques d'aujourd'hui ou de demain, de les extrapoler, donc de permettre d'y réfléchir sans donner des leçons, sans être didactique et chiant. Donc c'est pour ça que je trouve que la science-fiction, c'est merveilleux, notamment pour les jeunes qui commencent à lire des bouquins. C'est génial. Mais voilà, il y a tellement d'auteurs qui ont réfléchi sur la question, et là, on se retrouve confronté à cette nouvelle arrivée technologique incroyable, mais qui n'accompagne plus l'humain, qui veut le remplacer. Ça ne marche plus. Alors que ça pourrait être tellement utile, de façon hyper cadrée. Oui, t'arrives, t'es sur un rôle récurrent, t'as une angine de la mort, tu parles du nez, tout ça, et de pouvoir tu viens te de dire, faire et ça corrige. Ça va corriger, ça va te soutenir, mais ça va pas te la voler, ta voix, ça va jamais être remplacée. Ce serait merveilleux. Il y a plein de choses qui pourraient être bien. C'est comme de l'assistance, c'est pas comme du remplacement. Exactement. Et à partir du moment où il y a de la créativité, qu'on est artiste, te faire remplacer par une machine, c'est terrifiant. Et il y avait le fameux comédien français que je ne citerai pas qui a dit tant pis pour les doubleurs, ils auront qu'à se reconvertir. Tu dis ok, mais tu veux te reconvertir, où ça qu'est-ce qu'on fait demain? Alors oui, ça peut se poser des questions pour s'il y a un jour va remplacer des experts comptables, il faudra bien qu'ils se reconvertissent aussi, effectivement. Mais quand tu as la possibilité... ça ne peut pas être une façon de réfléchir le monde ou la société d'aujourd'hui. Voir ça comme un outil et pas comme une solution. Oui. Oui. Si c'est c'est normal, les artistes, vous allez être remplacés par des machines, vous avez qu'à vous reconvertir. Je ne sais pas ce que ça veut dire sur notre société aussi. Ouais.
C'est très angoissant. Mais après, nous, il faut qu'on continue à faire notre métier avec tout notre petit cœur et notre enthousiasme et pas se laisser bouffer par ça parce que sinon, c'est hyper anxiogène. Ah bah c'est hyper anxiogène. Donc, dès qu'il faut faire un combat à plusieurs, on se soude. Je crois qu'il s'est passé quand même un très beau truc avec cette grève du jeu vidéo. Je pense que ça a rassemblé Ça a fait, énormément de comédiens, de pensées, de... Oui, mais par Voilà, contre, t'as vu, ça bouge pas du alors tout, ça hein. bouge pas du tout, on est d'accord. Le Oui, mais fameux dans le Fable truc qui va sortir, humain, tu vois, dans Fable, le... ils n'ont pas l'intention de faire une VF, quoi. Ah, et donc. Ouais. Bah, c'est ce que j'ai vu dans le journal du jeu vidéo, enfin dans les journaux de jeux vidéo, moi, que pour le moment, il n'y avait pas de VF annoncé. Pas de VF annoncé. Fable, c'est un jeu, j'ai tellement envie d'y jouer. Puis ce serait tellement bien d'avoir une VF parce qu'il y a plein d'humour là-dedans et tout. Et bah, si tu es en train de lire les sous-titres et les trucs, bah, tu n'as pas le même rapport à l'humour. Si on est concentré sur l'image, l'écran, Fable, c'est un jeu qui bouge pas mal. Et je me dis, ça fait partie des jeux où je sais pas du tout ce qui s'est passé autour du jeu, mais je sais juste qu'ils n'ont pas annoncé de VF pour le moment. Ouais. Pour moi, c'est lié à ça. Ouais. Et tu te dis, qu'est-ce que c'est dommage, quoi. Ouais. Écoute, on verra bien. J'espère que ça fera On bouger. croise les doigts. Ouais. Et pour finir, est-ce que vous avez peut-être des projets à partager, des choses que vous voulez mettre en avant, partager, votre actu? Alors écoute, Comme on n'a jamais le droit de parler de rien, c'est c'est compliqué. ça, c'est exactement ce que j'allais te dire. Mais faites-vous C'est plaisir, pas il y a compliqué. 3 caméras. je vous en prie. Alors, la clause de confidentialité dans le cul. Alors, faites-moi un procès, c'est le moment. Non, Non, mais je veux dire, justement. si vous jouez au théâtre, si vous avez des trucs à vous que vous Ah voulez oui, partager, que ce soit ou alors des Non, moi, touche pas ma VF que je mettrai en description. Moi, j'ai vécu un petit... mais en fait, ça dépendra quand sortira ton truc, mais je peux pas en parler tout de suite, mais j'ai fait un enregistrement avec une comédienne incroyable. Un tout petit rôle, mais dans un truc de ouf. Et surtout, j'ai eu la chance de pouvoir enregistrer avec une comédienne que j'adore. Je vous dirai pas son nom parce que sinon, ça va vous donner trop d'indices. Vraiment. Ah, le teasing. Ah ouais. Oh, mais quand j'ai retrouvé mes émotions de quand j'étais arrivée sur les plateaux au début et que j'assistais. Ah bah ouais, J'avais les d'accord, larmes aux yeux, ok. je suis sortie, j'étais complètement émue, j'ai laissé des vocaux à tout le monde sans dire qui c'était, mais enfin, j'ai vécu un moment de fou sur un plateau. Ah, ça m'a fait des émotions de malade. Donc bon, bah voilà, quand ça sortira, je ferai un petit commentaire sous la sortira. vidéo en faisant C'était ça. Et vraiment, je crois que j'ai 5 minutes de présence dans le projet en question, mais c'était un truc un peu foufou. Et alors en clin d'œil, c'est vraiment un clin d'œil. Mais je vous jure, pour moi, c'est vraiment une fierté. Parce que mon papa, il a travaillé, il a été comédien de théâtre, mais il a eu aussi toute une partie de sa vie où il travaillait dans la pub pour les jouets. Il s'occupait d'une grande boîte de jouets qui était Idéal Majorette. J'ai fait des pubs quand j'étais petite avec lui, qui sont des grosses casseroles. Une catastrophe. C'est génial, les casseroles. Des moments où voilà, on peut voir ma tête, c'est une horreur. Mais donc j'ai fait ça quand j'étais petite. Et mon père, depuis que j'ai commencé le doublage, m'a toujours dit, fais de la pub, fais de la pub, fais de la pub. Et moi, c'est très compliqué pour moi de me vendre. J'ai des vrais stress sociaux. C'est compliqué d'aller voir les gens, de démarcher. J'ai jamais été capable de démarcher. J'ai envoyé un message il y a des années à une agente voix. Et pour moi, c'était mort. Et il y a quelques mois, un peu moins d'1 an, cet agent m'a rappelé, m'a mis sur un casting que j'ai eu pour la Mini Cooper. Donc, je fais la voix de Mini Cooper. Et là, j'ai refait un casting et elle a proposé ma voix en casting et j'ai été prise pour faire la pub Nespresso. Oh là Et j'ai fait là. pas dans Nespresso. Et donc, je l'avais déjà doublé sur un film. Et ça paraît idiot. Mais alors, pour moi, de pouvoir avoir ma Concrétiser. voix, c'est sur une pub aussi énorme, avec le fait que mon papa ait fait de la pub avant, tout ça, je sais pas, il y a quelque chose qui me touche. Et donc là, il y a plein de potes qui ont commencé à me dire « Mais c'est toi dans la pub Nespresso ?»« Oui, je l'ai pas vu, je regarde pas la télé, envoyez-la moi !» Donc, ils me font des captures d'écran avec leur téléphone. Et donc, mes parents m'ont entendu dans la pub Nespresso et ils m'ont dit « Mais c'est quand même la classe et tout. » J'étais contente. Ouais, tu m'étonnes. C'est une actualité improbable. Tu vois, je suis désolée, c'est pas hyper vendeur. Non, mais c'est bien. Mais en fait, c'est un truc qui représente quelque chose où, pareil, je pensais pas un jour faire ça, quoi. Donc je suis la voix de Dua Lipa dans la pub Nespresso. Waouh. Bravo. C'est cool. Je trouve ça trop bien.
Et toi, est-ce que tu as une actu tu me dis que t'es plus au Non, alors moi, théâtre, je donc, viens de te finir une voir au tournée. théâtre, Moi, je viens de finir une tournée Ok. il y a même pas un mois. Donc, j'aurai probablement bientôt d'autres projets au théâtre, mais pas pour l'instant. Et non, là, je suis en train de doubler un truc, mais comme je peux pas Ouais. le dire, mais par contre, enfin, c'est un super... de toute façon, bref, c'est un super truc et j'ai vraiment hâte de pouvoir le... Ok. Toi aussi, tu Le mettras dire. un petit commentaire sous la Oui, vidéo voilà, quand c'était elle sera ça, sortie. c'était ça. Ouais, c'était ça. Donc voilà. Eh ben, écoutez, je vous remercie d'avoir pu venir aujourd'hui. Mais c'était un Merci. plaisir. Et n'hésitez pas vous, à vous abonner, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et également à me dire quel comédien ou comédienne vous aimeriez voir pour un prochain épisode. Oui, j'ai Merci. envie de savoir les prochains invités. Bah Ça oui. sera trop bien. Ouais. Bon, bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir. Je sais pas regarder. La caméra centrale. Et voilà, on dirait bien que c'est la fin de cet épisode. Maintenant, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire, ainsi qu'à vous abonner. Au revoir.